Si son bégaiement l'a fait connaître et l'a rendu célèbre, c'est son talent qui l'a fait durer. Comédien, metteur en scène, auteur aussi, on lui doit un livre qui est sorti chez Plon, Le Bouffon des Rois, dans lequel il nous raconte l'histoire de Triboulet, qui est aussi un peu son histoire. Francis Perrin est l'invité de VIP. Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de Triboulet, de votre livre. On va parler de votre actualité théâtrale avec Anouilh. On va parler de votre fils, Louis, et d'autisme. On va parler de religion aussi, de singes à un moment donné, vous verrez. On vous expliquera. J'allais dire par quoi on commence. Moi, j'ai un peu envie de commencer par votre livre parce que c'est votre actualité. Je vous disais juste avant l'émission, c'est bien que ce soit vous qui ayez écrit ce roman historique, hein, on va appeler ça comme ça, sur Triboulet, le bouffon des rois. C'est bien et c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, c'est un personnage qui m'a tout de suite attiré. Bon, je le connaissais par Victor Hugo, quand qu'il l'a mis dans une de ses pièces, Le roi s'amuse, mais qu'il l'a romancé merveilleusement avec son génie qu'on connaît. Mais c'est un personnage qui m'intéressait parce que je me suis dit, il a tout de même fait 21 ans de bouffonnerie avec François Ier, et puis j'ai envie... Alors j'ai dit un jour à l'éditeur... Il n'y a pas eu que François Ier, il y en a eu un autre. Oui, avant. mais justement, j'ai dit chez Plon, je vais écrire sur Triboulet. Ah, c'est une bonne idée, ça n'a jamais été fait, très bien. Et en faisant mes recherches, je m'aperçois qu'il a été le bouffon de Louis XII avant, 15 ans avec Louis XII et 21 ans avec François Ier. Une carrière de 36 années de bouffonnerie, ce qui est extraordinaire, avec deux rois très différents, de caractères très différents, l'un complètement économe, fidèle, l'autre... dépensier, joli cœur, François Ier. Donc c'est extraordinaire. Et c'est ce rôle de bouffon, qui était un des personnages les plus importants de la cour, qui pouvait dire ce qu'il voulait au roi, le désacraliser, comme le roi le voulait d'ailleurs, comme les rois le voulaient, et extraordinaire, sauf être aux dames malfaisants. Ça, j'ai bien aimé ça aussi, parce qu'il n'a pas le droit de dire du mal, ni de la reine, ni des maîtresses du roi. Voilà. La seule fois où il va le faire... il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Ah oui, parce que là, c'était tout de même, du jour au lendemain, hein, ce métier, parce que c'était un métier bouffon, il était formé à ça, il a eu un précepteur qui l'a formé, tout ça, mais il fallait avoir un don, tout de même aussi, au départ, mais cette obligation de distraire en permanence, et au doigt et à l'œil, et puis de pouvoir au mieux être exilé ou mis dans un cachot, ou alors condamné à mort, comme lui va s'en tirer par une pirouette quand même. Hein. Formidable. Mais c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Quand un roi lui dit tu as insulté une de mes maîtresses, tu as été trop loin, je te condamne à mort, mais comme tu m'as fait rire pendant plusieurs années, je te permets de choisir ta mort. Il a répondu du tac au tac, mon cousin, j'aimerais mourir de vieillesse. Et le roi Harry et l'a gracier. Il faut tout de même avoir un esprit d'à-propos extraordinaire pour pouvoir, parce que là, sa vie était en jeu tout de même. Là. Pertinence et impertinence de ce Triboulet. Alors moi, il y a tout un tas de phrases que j'ai cochées particulièrement parce que je me suis dit, oui, ça c'est du Triboulet Perrin, il nous parle de lui, là. On ne sait pas. Je peux vous en proposer quelques-unes, Francis Perrin? Alors, je vous dirai si c'est de moi ou si c'est historique. Je n'étais qu'un bouffon, et tu sais aussi bien que moi, donc là en fait, c'est lui qui s'adresse à vous, hein, on comprend un peu ça. Je n'étais qu'un bouffon, et tu sais aussi bien que moi que les gens qui font rire ne sont jamais considérés à leur juste valeur. Vous l'avez ressenti dans votre métier, ça? Oui, mais c'est pas grave, ça, vous savez, là, c'est de tout temps, hein, c'est pas... Pourtant, on sait très bien que faire rire est 10 fois plus difficile que faire pleurer. Oui, mais voilà, mais oui, c'est jamais conscient, mais c'est pas très grave, hein, quand on a un don pareil, hein, Sacha Guitry, hein, elle fait dire dans 2 bureaux à son fils, elle fait rire, tu sais, on oublie tellement facilement les gens qui vous ont fait du bien, donc c'est pas grave. Votre début de carrière, il est particulier quand même, parce qu'au départ, vous n'avez pas été détecté. Au départ, on ne vous a pas donné de grands espoirs sur votre avenir de comédien. Avant que je rentre au conservatoire. Avant que vous rentriez au conservatoire, bien sûr. Parce que j'étais régisseur, et puis j'avais tout de même... J'étais un peu gauche, j'avais un défaut d'élocution qui n'était pas un bégaiement, hein, je butais sur certains mots, dont je me suis servi d'ailleurs plus tard. Oui, donc vous avez un petit peu appuyé dessus, on va dire. Complètement, parce qu'il faut se servir de ses défauts. Donc et bon, je suis rentré à la Comédie Française tout de même, donc je veux dire, quand on joue des rôles classiques, on bafouille pas, hein, donc voilà. Et effectivement, oui, moi au départ, même quand je suis rentré à la Comédie Française, je me souviens de l'administrateur m'a dit « Vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de physique, vous ne jouerez jamais les premiers rôles. »
C'est bien, c'est très encourageant quand on a 25 ans et qu'on vient d'avoir les premiers prix au conservatoire et qu'on est rentré à la Comédie Française, vous voyez, donc c'est pas... Mais c'est pas grave tout ça, c'est pas... Ce sont des gens... C'est digéré. Oh oui. J'en jouerais, j'en surjouerais même. Mes handicaps, au lieu de me rabaisser aux yeux de tous, me serviraient d'élévateur. J'avais tant de pensées, d'idées que je voulais exprimer tout à la fois. Mes paroles se pressaient tellement à sortir de ma bouche que je butais sur certaines syllabes, ce qui me donnait une diction hachée qui prêtait à sourire. C'est Triboulet là qui parle ou c'est Francis Perrin? Non, c'est moi. Parce que Triboulet, Triboulet n'avait pas du tout de défaut d'élocution. Il était bossu, il était difforme, ça, c'est déjà pas mal. Non, mais il avait une... Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il travaillait beaucoup. C'était un gros travailleur aussi, donc ça c'est important aussi pour être, pour rester à ce niveau de... donc de bouffon, d'être en permanence. Il ne quittait pas le roi, hein, que ce soit au Conseil des ministres, que ce soit partout à la guerre, partout dans la chambre nuptiale. Même dans la chambre nuptiale, oui, lui, on se rend compte qu'il est juste derrière le lit à rideau. C'est extraordinaire, c'est un compte. C'est impressionnant, oui. Qui était au courant de tout, qui savait tout, de tout, et qui pouvait, par un mot, se moquer d'un courtisan. Et vous savez, là, c'est terrible. Hein, enfin, les gens qui ont de l'esprit et qui vous cassent devant les autres comme ça. Donc il était dangereux, il était craint, haï, sûrement, puisque c'était un personnage qui était un des plus importants de la cour, quoi. Est-ce que c'est vrai? Enfin, je découvre dans votre livre, alors comme je sais qu'il y a des parties romancées, c'est pour ça que je vous demande, mais il y a des parties très historiques. Est-ce que c'est vrai que Moïse était bègue? Oui, absolument. Et comment on le sait, ça, que Moïse était bègue? Parce que je lis Démosthène, mais c'est sûr, forcément, quand on travaille sur KTO, on se dit « Ah, Moïse, allons bon ». Oui, Moïse, c'était... Il paraît qu'il a... Voilà, c'est historique. Hein, on en apprend des choses. Bon, c'était un détail dans le livre, ça n'a aucune incidence sur l'intrigue. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, ça m'a fait... et Démosthène donc, se mettait des cailloux dans la bouche pour avoir une diction et finalement avoir une diction parfaite. C'est un truc de comédien, ça, de se mettre des cailloux dans la bouche. Vous l'avez fait vous aussi? Non, j'aimais le crayon, moi. Oui, le fameux crayon, avec le crayon pour pouvoir articuler. Et puis le livre sur la tête pour avoir une tenue de... Non, c'est les filles qui font ça peut-être. Oui, peut-être, ça va. Allez, une dernière phrase, parce que je trouve que dans votre métier, le métier de comédien, c'est peut-être moins vrai du metteur en scène, mais ça c'est vous qui allez me le dire. Le métier de comédien est quand même un métier de quelque part de la duperie, de la tromperie, du mensonge, tout ça très maîtrisé, hein, au service évidemment d'une histoire et au service d'un rôle. Et là il y a cette phrase qui dit, qui est très intéressante, « La vérité ne se fait tolérer que sous le masque de la folie ». Est-ce que vous pouvez nous faire une petite... Ça c'est une phrase, je crois, d'Erasme, ça. D'accord. Et donc c'est complètement... Et c'est très très vrai, oui, parce qu'à cette époque-là, c'était... Et ça se rapportait très très bien à Triboulet, quoi, parce que c'était le bouffon. On s'était considéré comme un amuseur, mais en même temps, il permettait de dire des choses très très importantes et très très justes, sûrement, et il tapait juste par le biais... C'est toujours de se dire, tiens, bon, il est un peu foufou, un peu fou. Donc après ça s'est transformé pour des gens qui peuvent... Moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort quand on dit les choses avec recul, avec humour. Et... Ça touche au but plus facilement. Oui, mais et puis c'est plus élégant, je trouve. En plus, mais je crois que c'est Erasme aussi qui avait une phrase que je vais mal dire, mais on en comprendra le sens. Il disait que le fou et le sage ne sont pas si éloignés que ça, que ce qu'on croit. Alors, sagesse et folie... C'est très intéressant ce que vous racontez sur Erasme. Alors moi, ce que j'aime, c'est quand je prépare une émission et qu'elle ne se passe pas du tout comme j'ai prévu, parce que le but, c'est de s'adapter à l'invité. Vous parlez d'Erasme, très bien. Moi, je compte en parler plus tard, mais allons-y maintenant. Il y a quelque chose, voilà, à la fin du livre, vous citez, il faut que je retrouve, les gens qui ont rempli votre vie. Oui. Et alors, dans ces gens, je vais lire la liste et je vais vous dire... Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vous. Je vais vous dire qui m'a interpellé. Vous allez peut-être le deviner. Il y a D'Artagnan, Molière, Nietzsche, Orson Welles, alors ça va dans tous les sens, hein. Ouais. Maupassant, Verlaine, Sir Laurence Olivier, Jules Renard, Rossini, Frank Sinatra, on est beaucoup avec des artistes quand même, Sacha Guitry, Thomas More, Louis Armstrong, Gene Kelly et Verdi. Ouais, c'est Thomas More qui m'a qui sort du lot. Vous savez pourquoi? Parce que justement, expliquez-le-moi. L'admiration de ce type qui est intègre, extraordinaire et qui ira jusqu'au bout de ses idées et qui ne fera aucune concession.
Alors, et qui ira jusqu'à la mort. Juste pour jusqu'à expliquer la mort. pourquoi j'ai fait le lien avec Erasme, parce que Erasme était le maître et est Très devenu ami l'ami avec Thomas de More. Thomas More. Bien sûr, il y a une correspondance extraordinaire. Est-ce qu'on peut expliquer qui était Thomas More, ce qu'il est devenu et pourquoi aujourd'hui c'est un saint? Thomas More dans l'Église catholique. a été le chancelier d'Angleterre d'Henri VIII et le confident et l'ami, enfin vraiment, et puis qui lui a apporté énormément beaucoup. Et quand il a voulu divorcer pour épouser Anne Boleyn, on sait comment ça se terminera, et il n'a jamais été d'accord avec ce divorce, il n'a jamais rien dit contre, mais il n'a jamais été pour. Il a été condamné aussi par son silence et par son... Et puis c'est un type d'une intégrité extraordinaire, il n'a pas cédé. Voilà, ça, moi j'ai une admiration profonde pour les gens qui sont... Enfin, pour lui en particulier, qui est un type rare, d'une intégrité. Et puis croyant, voilà, et qui non, écoutez, on ne bougera pas de ça. Et on lui a enlevé son chancelier Angleterre, on a enlevé tout, on l'a humilié, on l'a truc. Eh ben. Est-ce que c'était un grand philosophe, un grand érudit, grand érudit, tout, économiste, la grande qualité, politique, tout, un homme de qualité. Enfin, Henri VIII a complètement laissé tomber, mais par. Il y avait un problème religieux aussi à la base. Henri VIII, excusez-moi, mais non, c'est pas un type intéressant. Alors que les gens qu'il avait autour de lui, oui, étaient des gens intéressants. Il y avait un différent religieux aussi entre eux. C'est que Thomas More ne voulait pas reconnaître Henri VIII comme chef religieux de l'Église d'Angleterre. Non. Et alors, ce saint homme, parce que c'est saint Thomas More, je pense que vous le savez, est aujourd'hui le saint patron des hommes politiques, notamment. On l'a mis saint patron. Oh, c'est dommage. Oh, bah, ils en ont peut-être bien besoin, non? Oui, mais enfin, ils ne savent même pas qui c'est. Alors... Puisqu'on nage en pleine donnée religieuse, vous avez été élevé comment, vous, Francis Perrin, sur le plan religieux? Vous savez, en ce moment, je suis très content parce que moi, je suis très croyant. Je suis catholique. J'ai été baptisé et puis je suis très croyant. J'ai baptisé mes enfants et tout. Quand on va sur Internet, on trouve que Francis Perrin, et il y a Francis Perrin Islam. Comme si oui, c'est vrai. Oui, maintenant vous le dites, oui. Mais absolument pas. Je me suis jamais converti à l'islam. C'est très grave, là, ce qui a été fait. J'ai épousé une Tunisienne, effectivement une jeune femme tunisienne, il y a 15 ans, mais ça a duré 1 an, mais jamais je ne me suis converti à l'islam. Je suis très croyant, je suis catholique et je suis resté dans ma religion. En plus, je suis très croyant. Alors vraiment, je m'entretiens avec Dieu, moi, tous les jours et tout. Donc, c'est pas... alors, je trouve ça très grave. Mais alors, il faut jouer un avocat. Mais non, mais je veux dire, c'est tout de même... Qu'est-ce qui a fait ça et qu'est-ce qui a mis ça, quoi? Alors, vous savez, ça s'appelle la e-réputation. On va faire un petit cours et c'est très important parce que finalement, ce qui se fait sur Internet peut défaire nos vies réelles. La vie virtuelle peut défaire les vies réelles. Et il y a des spécialistes de ça, des spécialistes de la e-réputation qui peuvent vous rétablir ça, moyennant évidemment finance. Mais c'est ce que je vais faire. Mais vous voyez, je n'y ai pas cru. Quand j'ai lu ça sur Internet, je me suis dit, ça colle pas trop avec le personnage quand même. Non, puis je me serais converti, je dirais, ok, mais non, je veux dire, mais on m'a même pas ni consulté, ni rien. C'est-à-dire... Et en quoi la religion catholique est importante pour vous? Je sais pas. Moi, je m'entretiens. J'ai jamais. J'ai été élevé chez les frères jésuites, tout ça. Je servais la messe. Vous en gardez un bon souvenir, les jésuites? Excellent. Éducation formidable. Je servais la messe. Moi, je parlais latin couramment, donc quand l'évêque venait servir la messe, il me demandait moi, parce qu'il savait que je parlais latin, puis comme il coupait un peu le texte, je pouvais... rattraper... Oui, puis je servais la messe du Père supérieur, moi, tous les matins. C'était où, les jésuites? À Tismons, au collège Saint-Charles. Voilà, donc c'était très, très bien. Et j'ai gardé cette... J'aime pas les intermédiaires. Qu'est-ce que vous appelez les intermédiaires? Les prêtres, voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la confession, c'est difficile, quoi. Je refusais la confession, déjà. Et j'avais la chance de rencontrer un prêtre qui m'a dit, c'est pas grave, on va parler. Et je me confiais 10 fois plus, et j'étais en disant... Mais ça, je trouvais ça formidable. Et puis après, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des prêtres extraordinaires, et des gens qui... humainement, moi, qui m'adapte. Mais moi, je parle avec Dieu direct. Je rentre dans une église, je vais parler, je vais prier pour les miens, pour moi aussi, voilà. Et puis pour ceux que j'aime. Oui, ça c'est très important. Moi, je fais ça souvent là quand je vais en tournée. Je rentre dans une église ou même quand je passe. On ne le sait pas forcément, on le découvre avec vous. Mais j'ai aucune honte à faire ça. J'espère bien. J'en suis très fier. Non, mais je veux dire, on ne me le demande pas. Mais... Et ça passe comment dans votre milieu? Quel milieu des artistes? Je ne sais pas, moi je m'en fous. Mais alors le milieu, excusez-moi, mais alors là, moi ce qui m'intéresse, c'est le public, mon métier que je fais. Enfin, c'est pas un métier. Ma passion que je fais depuis 45 ans.
Le reste n'a vraiment aucune importance. Et comment vous vivez, Francis Perrin, aujourd'hui, cette sorte... Alors, c'est très étonnant. L'année dernière, Benoît XVI était conspué à cause de la petite phrase dans l'avion qui partait pour l'Afrique, à cause de tous ces dossiers sur le scandale de la pédophilie, qui sont des dossiers bien réels. Ah ouais, et puis, cette année, on surfe complètement sur le succès des Hommes et des Dieux. Il y a le film de Thierry Bizot qui est sur les écrans actuellement, qui a envie d'être aimé, qui raconte sa conversion. On a Les Prêtres de Monseigneur Di Falco qui cartonne au box-office. Voilà. On entend moins parler du CD des Sœurs, mais il y a aussi un CD qui est sorti avec les Sœurs, les Moniales du Barou. Enfin, il y a une sorte de choses extrêmement positives concernant le monde chrétien. Tant mieux, c'est Et bien. vous, vous le vivez, vous percevez ça? Oui, moi je sais pas. Moi, c'est pas une chose que je m'occupe pas beaucoup de. C'est vrai, que je trouve que la religion c'est une chose très très personnelle. Et puis moi que je partage avec Dieu. Et moi, je suis marié depuis 10 ans avec mon épouse. Gersande. Gersande, qui n'est pas croyante, vraiment athée en plus. Mais voilà, et ça se passe très bien. Je ne cherche pas à la convertir, et elle non plus. Donc je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne peut pas être que personnel, parce que évidemment, il y a la relation personnelle, mais il y a aussi tout ce que l'Église fait, par exemple, dans le monde social, dans le monde de la santé, pour aider les pauvres, pour aider les sidéens. Mais ça, c'est son boulot. Voilà. Ça se formidable, chapeau. Très très bien. Oui, mais ça c'est bien d'aider les autres, et c'est un peu normal. Hein. Tout être humain doit faire ça. Hein. Donc en plus, le prêtre, c'est un petit peu sa vocation aussi. Hein, voilà. Je trouve ça bien, quoi, qu'il y ait maintenant des religions, mais maintenant, il ne faut pas que ça devienne... Maintenant, c'est des modes aussi, c'est ça, il faut faire Vous attention. méfiez un petit peu de ça, d'accord. Oui, moi je me méfie. Moi, j'aime bien ce qui est sincère, ce qui est vrai, et pas faire comme tout le monde. Si tout le monde est d'accord, mais enfin, vous savez, il y a tellement d'intox sur tous les côtés maintenant, et sur toutes les religions, qu'il faut se méfier de tout ça. Est-ce que quand votre fils Louis est né et qu'on s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'il était autiste, est-ce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Moi, je me suis dit. Ouais. Oui. C'est une révolte bien naturelle. Hein. Oui. J'ai dit, vraiment, alors là, j'ai dû faire quelque chose de... Alors, je cherchais quoi? Parce que, vraiment, à ce point... Et puis après, non. Après, j'ai tout de suite dit, c'est sûrement un cadeau. Si on t'a envoyé, c'est que tu peux aller au-dessus de ça. Et là, ça va faire avancer. Alors là, oui. Et ça a été très, très vite. Hein. J'aimerais bien qu'on parle de lui un petit peu, bien de sûr, Louis. Bien sûr. En plus, est-ce que je me trompe ou vous luttiez déjà contre l'autisme Non. Non, c'est après que c'est venu. Ah oui. C'est après que c'est venu. Non, moi, j'étais très, très impliqué dans tout ce qui était l'enfance. Voilà, d'une manière générale. L'enfance maltraitée, voilà. Donc moi, je suis très, très... Alors ça, c'est une chose qui me touche énormément, mais depuis très, très, très longtemps. Et puis là, il se trouvait que, tout d'un coup, j'ai été confronté à ce handicap. Et puis comme on nous a dit au départ, faites le deuil de votre enfant, laissez tomber, avec mon épouse, c'était pas du tout notre... On a dit non, on va faire... Et puis voilà, et puis maintenant, il est autonome à la maison. Oui, parce que vous avez fait des recherches, que vous avez découvert une méthode qui n'est pas très répandue en France, d'ailleurs. Non, la BA, c'est-à-dire l'analyse appliquée du comportement, qui n'est donc... ABA, ça veut dire analyse... Non, c'est le sigle en anglais. Français. Alors, oui, voilà, en anglais, analyse behavior applied. Applied, d'accord. Et analyse appliquée du comportement, la traduction. Et c'est un traitement qui est éducatif, stimulation en permanence. C'est-à-dire qu'il faut tout réapprendre. Il ne savait rien, Louis. Alors maintenant, on dit, il n'était pas vraiment autiste, parce que maintenant, on commence à... forcément, comme il va bien. Mais non, moi je peux vous dire, il n'y avait rien. Il ne savait pas manger, il ne savait pas boire, il ne savait pas rien. Rien de rien. Il ne savait pas parler, rien. Et il y a des éducatrices spécialisées après, on a pris des... qui, heure après heure, se sont succédées. Minute après minute, heure après heure, mois après mois, année après année, puisque... on a eu à la maison des éducateurs et des éducatrices qui se relayaient... On en a eu, je crois, on en est à 16 en 5 ans. Et maintenant, il est autonome à la maison. Il n'y a plus d'éducateur à la maison, quoi. Je veux dire, c'est tout de même assez extraordinaire. Et il joue avec ses frères et sœurs. Il mange, il vient. Ça change la vie. Mais maintenant, on continue, bien sûr, à se battre pour les parents qui n'ont pas les moyens. Mais le grand problème, c'est que... Oui, parce que c'est pas remboursé, le paiement des... Mais non, le grand problème, c'est il y a tellement de demandes et il n'y a pas assez d'éducateurs maintenant. Donc, je veux dire, il faut maintenant... En France, on prend toujours le problème à l'envers. Mais on a donné de l'argent pour ouvrir des centres. Oui, mais qu'est-ce qui va les diriger voilà, il n'y a pas assez d'intervenants
diplômé, parce que ça ne se fait pas comme ça, l'ABA en 3 semaines, dire ah, tiens, je fais de l'ABA. On a bien compris, c'est du long terme. Ah oui, c'est du long terme. Et ça fait 40 ans dans le monde entier que ça marche. En Amérique, partout. Il n'y a qu'en France où c'est pas reconnu. Voilà. Oui, enfin maintenant ça commence, mais maintenant, maintenant il y a les charlatans qui viennent parce que ça fait de l'argent. Et puis ça marche pas, on fait ah bah alors ça marche, bah non ça marche pas parce que ce sont pas des professionnels. Il n'y a pas assez de professionnels, donc vous voyez, il faut se battre. Mais c'est un combat, vous êtes fait le porte-parole de ce combat-là. Voilà, je pense que si ma notoriété a servi à ça, que ça vaut le coup. Alors, j'aimerais, vous qui aimez les prêtres, je vais vous en présenter un. Il s'appelle le Père Geoffroy-Marie de la communauté Saint-Jean. Et il a pour charge dans cette émission de poser des questions aux invités qui viennent sur le plateau. Et ça s'appelle la question tombée du ciel. Je vous propose de découvrir sa question. Bonjour Francis. Depuis que vous avez découvert que votre fils Louis était autiste, vous êtes rentré dans une grande bataille pour l'aider. Et est-ce que votre regard sur le sens de l'existence a changé? Et est-ce que vous aimeriez transposer cette expérience, cette école de vie, dans le théâtre? Alors, il y a 2 questions en une. D'abord, est-ce que votre regard sur le sens de la vie a changé? Première question. Oui, bien sûr. Dans quel sens? Vous savez, la vie bascule. Du jour au lendemain. Donc, je veux dire, c'est un énorme poids qui tombe comme ça. C'est énorme. Il faut être très solide. Il faut être 2. Faut aussi. C'est-à-dire que l'amour du couple est la base de tout le reste. Ah oui, ça c'est très important. Et c'est important pour continuer après, parce que je veux dire aussi, pour que Louis progresse, il y a les intervenants qui ont travaillé et qui est extraordinaire ce qu'ils ont fait comme travail. Mais nous, il fallait qu'on travaille aussi derrière, parce que quand les intervenants s'en vont, il n'arrête pas d'être autiste, Louis. Donc les priorités changent. Les priorités changent, la vie change, le regard sur les autres change aussi, parce que tout d'un coup, on a des gens autour de soi qu'on croyait très très proches et qui tout d'un coup sont décevants. Et c'est un tri extraordinaire. Et d'autres, on ne s'attendait pas. Rien, ouais. Et ils sont là. Alors ça, c'est formidable. Et ça apprend beaucoup de choses. Et ça, c'est formidable. Et puis, il y a un recul par rapport aux choses. Et puis, après, il y a des choses qui prennent beaucoup moins d'importance. Vous relativisez les événements qui vous arrivent. Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous vous occupez de Louis autiste? Vous vous êtes découvert des capacités que vous ignoriez chez vous? Mon maître Louis Seigné, qui était mon maître au conservatoire, qui était donc professeur au conservatoire, mais qui n'était pas un professeur, qui était un maître, avec qui j'ai eu d'autres rapports étant... Après le conservatoire, étant comme ça, m'a appris énormément de choses. Il m'avait toujours dit essaye d'être un type bien. C'est important d'être un type bien. Voilà, je crois que moi, j'ai travaillé ça pendant toute ma vie et je pense que là, la réaction que j'ai eue, quand j'ai appris que Louis était autiste, c'est une réaction de genre voilà, il faut assumer. Donc, la première réaction que j'ai eue, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait un truc grave pour vraiment qu'on m'envoie ça. Puis après, tout de suite, j'ai fait ah non, c'est sûrement ça. Ça va me faire progresser. Et ça, puis je vous dis, j'ai ressenti aussi ma femme, c'était formidable. Donc on a été porté par ça. Et merci, parce que je crois que j'aurais pas été... comment dire, j'aurais eu une fin de vie pas très intéressante si j'avais pas eu ça, quoi. On voit l'émotion qui pointe. Je vais rebondir sur Louis Seigné pour arriver à la deuxième question du père Geoffroy-Marie, mais vous parlez du maître, et dans votre livre, Le Bouffon des rois, il y a cette phrase que j'avais notée, la bonté de cet homme. Donc c'est Triboulet qui parle de son maître à lui, mais on sentait bien, je me doutais bien qu'il y a quelque chose d'autre qui perçait dessous. La bonté de cet homme, sa modestie, son érudition, son savoir immense qu'il aimait à transmettre, sa patience, son abnégation, son indulgence et sa tolérance resteront pour moi l'exemple même de l'enseignement d'un maître, comme peu ont la chance d'en croiser durant leur existence. Ceux qui ont le don si rare de savoir léguer à leurs disciples un enseignement qui n'est pas seulement celui d'un moment, mais celui de toute une vie. C'est Louis Seigné qui était dessous. Exactement. Bravo. Deuxième... Ça j'aime bien. Ça. Oh, j'ai bien écrit ça. non, parce qu'on oublie, vous savez, c'est un bouquin qui m'a tenu 2 ans et demi.
Et puis je veux bien croire. une fois que je l'ai relu parti, il y a des moments, et puis je dis, ah, ma main, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est des phrases, moi, qui ça m'ont... fait plaisir, ça, c'est. Voilà. Mais c'est du travail, hein, je peux vous dire, c'est bien. On s'en doute. J'arrête pas de faire pleurer les hommes, moi, dans cette émission. Il faut que j'arrête. Hein. Les femmes, Oui, jamais, mais mais ça, alors les hommes. Deuxième partie dans la question du père Geoffroy-Marie, c'était est-ce que ce que vous avez appris avec Louis sur la différence, sur la maladie, est-ce que vous voudriez utiliser ça comme un matériau pour le théâtre, hein, c'était spécifiquement le théâtre, sur la scène. Je pense que ça m'a fait avancer dans ma vie énormément, et bien entendu, tout ce qui est expérience humaine enrichit pour jouer. Là, ce que je joue en ce moment, le rôle là, de la pièce le nombril de Jean Anouilh. Voilà, dans le nombril, bon, c'est un auteur dramatique qui fait un peu le bilan de toute sa vie. Il est malade, c'est sa dernière pièce peut-être. Bon, voilà, c'est un testament. Il règle ses comptes, mais avec ce que j'aime, avec recul, avec humour. Et ben, ça m'a servi énormément. Ça va venir, ça vient nourrir de manière générale. Mais vous n'avez pas l'idée, je veux dire. J'aurais pas pu le jouer il y a 10 ans. Enfin, je l'aurais joué bien, je pense. Mais là, la maturité d'aujourd'hui... c'est formidable. Ah voilà. Oui. Oui, donc c'est plus sur le plan de la maturité apportée par cette expérience-là que vraiment faire une pièce qui parlerait de l'autisme ou tout ça. Ça, c'est pas du tout... Oh non, ça, c'est pas... Ce serait trop lourd. Oui, non, puis ça serait pas trop lourd, mais c'est pas... Bon, c'est pas très... Non, ce qui est intéressant, c'est ce que je vis, là. Là, j'ai fait un reportage, j'ai fait la suite de l'envoyé spécial qui avait été fait il y a 2 ans. Que j'avais vu, donc expliquons, l'envoyé spécial sur Louis. Sur donc, Louis. Où on le voyait en train de manger. Un enfant presque comme les autres. Voilà. Et là, vous avez fait la suite alors. Et voilà, donc là, donc 2 ans après, et voilà, on voit le résultat tout de même. On voit les progrès. Ah, génial. C'est important. Donc ça, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai fait aussi de ma vie, parce que c'est pour montrer qu'il y a un espoir avec tout ce que ça comporte de galères, parce qu'on se heurte à des problèmes. Enfin, les autres familles, plein de familles qui se heurtent à ça quand ça leur tombe dessus, et c'est terrible, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, l'autisme. Non, ils cherchent. Bon, ça peut être génétique, tout ça, mais bon, le principal, c'est ce que je dis, qu'ils cherchent, et c'est vachement bien, mais ce qu'il faut, c'est que les enfants progressent et puissent avoir une autonomie, et ça, donc ce traitement ABA, on voit les progrès, mais sur plein d'enfants. Voilà, c'est tout. Alors, il y a d'autres traitements et d'autres méthodes, hein. Je ne dis pas que c'est la seule, mais qu'elle soit prise en compte, et c'est important, parce qu'il y a vraiment des résultats, quoi. Alors là, on parle de votre petit Louis, à qui vous offrez une enfance heureuse. Ah, c'est important, oui. Vous avez eu quel genre d'enfance, vous? Heureuse. À chaque fois, je dis, excusez-moi, j'ai une enfance très, très... Oui, parce que c'est vraiment... non, j'étais très heureux, j'avais des parents vraiment extraordinaires. Qui faisaient quoi, vos parents? Mon père était ingénieur du son dans le cinéma, et puis ma mère était script girl. Ils ont travaillé avec Sacha Guitry. Non, ça n'a rien à voir, parce que c'était des techniciens, mes parents. Hein. Et ma mère, donc quand je suis né, a arrêté de travailler, et j'ai voulu faire du théâtre bien avant que je sache que eux avaient fait du cinéma. Après, ils m'ont raconté, mais c'est pas eux qui m'ont donné. C'était pas des artistes, hein, c'était des techniciens. Qui faisaient bien leur travail et tout, mais ça n'avait rien à voir. Ils fréquentaient pas du tout les comédiens. Il y avait pas. J'avais un grand-oncle qui était conférencier, qui aurait voulu être comédien, qui était un homme extraordinaire, qui dirigeait un journal, qui était conférencier, tout ça, extraordinaire, qui a été ruiné par les femmes. Toto, qui a vécu jusqu'à 97 ans, extraordinaire. Ça, lui, je pense qu'il m'a donné, parce qu'il récitait du Victor Hugo. Ça, j'ai dit, oh là là. Et puis il aurait voulu être comédien. Et quand il a su que moi, oui, puisqu'il m'a vu comédie française et tout. Donc il était très, très heureux que j'ai fait ce métier. J'aime pas métier. On a bien compris. Oui. Et en termes de caractère, vous étiez comment, enfant? Très indépendant. Ça, je suis resté très, très vite. Qu'on me foute la paix. J'aimais bien jouer avec mes petits soldats du fort du Moyen-Âge, là, faire mes histoires, lire le livre de poche, là, quand c'est commencé, là, je lisais tout. Et j'étais très, très turbulent à l'école. Je faisais rire les autres. J'ai décidé un jour de bafouiller beaucoup plus que je ne le faisais, parce que ma mère était infirme, elle boitait, on se moquait d'elle quand elle me cherchait à l'école. Alors j'ai décidé qu'on se moque de moi.
Alors, pour détourner l'attention sur vous. Et ça a bien marché, ça. Votre maman vietnamienne? Non, non, Ah non, bon? mon père C'est vietnamien. votre père qui était vietnamien, d'accord. Mon père était vietnamien. Enfin, métis. Ouais. Ma grand-mère était pure indo-chinoise. C'est pas flagrant sur vous, quand Ben même. non, non, mais quand j'étais petit, oui, il y a des, Beaucoup il y a plus. des photos. Oui. Non, après, Qu'est-ce qu'il y a du Vietnam en vous? Enfin, qu'est-ce qui est encore rien? Non, non, non. C'est un pays que vous avez connu? J'adorais non, non, Pas absolument du tout. pas, absolument pas. Non, 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 j'ai pas dû. Non, bon, c'était, vous savez, on vivait, mon père, ma mère, comme mon grand-oncle, très, très. Enfin, comme je vis, moi, avec très peu de gens autour. Un petit clan? Pas clan. Des gens. Une petite avec... cellule familiale? Voilà, D'accord. voilà. Voilà. Ça c'est juste. Ce serait quoi l'odeur de l'enfance pour vous, Francis Perrin? Alors, c'est exactement. La réponse est immédiate. Oui, c'est à la campagne, je me souviens, c'était en Dordogne. Il y avait une fermière, je devais avoir 7-8 ans, et en plein après-midi, il y avait la crème fraîche donc, qui sortait puis de la vache, qui faisait la crème fraîche et tout, et du pain chaud en grosse mie, la mie, juste la croûte un peu croustillante, et la grosse mie chaude, et avec la crème. Alors ça c'est extraordinaire. Ça, c'est voilà. Là, c'est un truc. Ah là, vous m'embarquez avec vous, là. Ah ouais, Ah oui. c'est extraordinaire, ça. Est-ce que Je crois que j'en parle dans le livre, même, d'ailleurs. Je crois que je l'ai dit. Ah, Il me bah alors semble. attendez, ça m'a pas noté. Ah bah mince alors. Il me semble. Oui, il me semble. Ah bah vous voyez, ça m'a pas Ouais. percuté, zut. Bah, j'étais prise par d'autres choses et pas par ça. Mais enfin, je pense que beaucoup de gens sont avec vous là, sur ce Ouais, souvenir-là. je crois que j'en ai souvenir parlé d'enfance. parce que c'est une chose là que j'avais jamais dite. Et puis, tout à coup, Alors, on va rester sur ce qui est culinaire. Si je vous parle d'un plat de pâtes avec Nuno Ventura, vous voulez bien nous raconter un petit peu ouais, à une ou deux anecdotes de métier? Oh, c'est un souvenir formidable. D'abord de tourner avec Lino Ventura dans La Gifle. Et puis. C'est un film qui a marqué, ouais. qui a marqué sa génération aussi, quoi. Et il faisait les pâtes lui-même, alors parce qu'on tournait en studio et donc il avait voulu faire les pâtes et tout. Et comme on a fait des prises, on a commencé à 9h du matin et je devais tout manger. Et au bout de la 7e prise, donc après, Claude Pinoteau, le metteur en scène, dit bon ben on coupe, on fait arrêt déjeuner. Il me dit, est-ce que tu veux venir déjeuner? Non, j'ai dit non, ça va. Et puis alors avec Lino, elles sont bonnes mes pâtes. Oui, c'était bien, quoi. Mais voilà, mais il fallait pas dire non. On dit jamais non à Lino Ventura. Non, on dit j'imagine. jamais. Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir être, après avoir tourné avec lui, d'être ami avec lui, d'être proche. Et c'est un très beau souvenir de rencontre d'un homme exceptionnel, quoi. Et d'un être humain. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, moi, avec toutes les rencontres. Alors, parlez-nous de la rencontre avec Jean Carmet aussi. Ah oui. Là, ça vaut le détour. Quand on dit que vous avez de la chance, oui, vous avez de la chance. Oui, mais on se connaissait un peu, puis je passe dans la rue où il tournait. Vous vous promenez. Oui, je me êtes promené promenais, dans Paris. puis il tournait, puis je viens dire bonjour, il me fait « Oh, tiens, il nous manque le chauffeur de taxi, là, tu vas le faire. » Mais non, si, tu tournes. Alors, il est au metteur en scène. Allez, tiens, c'est lui qui fait le chauffeur de taxi. J'ai dit « Mais attends, Jean, si, viens. » Allez, hop, et puis j'ai fait le rôle, et puis on a déjeuné, parce que Jean, c'était un type... Voilà, ce sont des gens rares. Moi j'ai eu des rencontres, Bernard Blier aussi, Claude Dauphin, j'en ai d'autres, Guy Tréjean, tout ça. J'ai eu beaucoup de chance, Philippe Noiret. Il y a encore des vivants dans les gens qui. Bah, je suis désolé, qui comptent c'était. pour vous. Oui, non, mais on sent que c'est la génération d'avant vous. C'était la génération d'avant, et puis j'avais la chance qu'ils me prennent en amitié. Et vous admirez qui aujourd'hui chez vos confrères ou vos consoeurs? Ah, moi, beaucoup, parce que je suis très admiratif des comédiens à partir du moment où on joue. Il y en a beaucoup, d'accord. Ah oui, il y en a beaucoup. Ça, très. Oui, ça, je trouve ça formidable d'être en scène et de jouer la comédie. Moi, je suis très admiratif des autres. Je pense qu'on peut avancer beaucoup en admirant, plutôt qu'en critiquant, je trouve. Ça, vous avez amené 3 petites statuettes. Je vous avais dit qu'on allait parler de singes dans cette émission. Est-ce que vous voulez bien nous présenter? Alors, on va les prendre sur vos genoux, parce que là où elles sont, on ne les voit pas. Ce sont elles sont donc des singes. Oui, je vous aide. Sur mon bureau, regardez. Voilà, elles sont sur mon bureau. Bah, c'est les 3 petits singes. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. D'accord. Et ils sont sur mon bureau depuis 25 ans. J'avais acheté ça à un artisan en Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre ne rien voir. Voilà, je vous aide un petit peu. Ne rien voir, donc un singe qui se... Oui, mais c'est les petits singes, vous savez, là, c'est des... Qui se bouchent les yeux. Mais non, je ne sais pas. Ah bon, vous dites, vous savez depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas. C'est la sagesse. C'est la sagesse, bon, théoriquement. Et c'est un peu, moi, ce que je pense. C'est-à-dire, bah oui, mais c'est un peu se couper du monde, ne rien voir. Il y en a un qui
qui bouche la Ouais, bouche, mais ça c'est fait qu'elle pas dire, mal. ne rien Ça entendre. fait du bien de temps en temps. Et ne rien entendre. Ouais, ben, ne rien C'est se couper entendre. du monde, non? C'est se couper de la communication, vous, qui êtes Bah non, dans la une preuve, mission c'est que je suis avec vous. Je fais ça, mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. de se couper un petit peu. Vous savez, là, alors, il y a une phrase de Jean Anouilh que je dis dans la pièce et qui est tout de même très très belle. C'est parce qu'il dit à un moment, parce que le médecin s'en va, il dit « Ah, il m'aime pas. Ben, je l'aime pas non plus. » Mais il dit « C'est bien beau les évangiles, mais s'il fallait aimer tous les cons. » Voilà. Alors, de temps en temps, ça vaut le coup. Hein, Ne rien entendre, voilà. Voilà. Ah, je ne les connaissais pas. Moi, ces petits singes de la Voilà. sagesse, peut-être que ça parle à nos téléspectateurs. Oui, oui. Et moi, je ne connaissais pas. Alors justement, bah, tiens, Jean Anouilh, on va en parler, non pas uniquement parce que j'adore cet auteur, mais parce que vous l'adorez aussi et que vous l'avez rencontré et que vous le jouez en ce moment avec le Nombril. Voilà. On peut peut-être préciser dans quel théâtre, les horaires, À la Comédie vos Champs-Élysées, camarades, voilà, donc qui est Avenue Montaigne, qui est un théâtre très joli magnifique, théâtre, très oui. joli théâtre, qui est dirigé par Michel Fagado, qui nous a quittés. Et oui, donc ce matin, il nous a Ah, quittés. mais je ne donc- savais Ouais, pas non, du non, tout. non. Le jour où nous enregistrons cette émission, Absolument. c'est-à-dire que là, nous sommes mi-février. Ah, ben Voilà. je ne savais pas. Voilà, il vient de partir, Dao, donc il a eu d'être très très heureux puisque la pièce remporte un grand succès. Et voilà, et ça va, oui, mais c'est bien parce que je crois qu'il est parti reposé, heureux. Et, Accueilli par Jean Anouilh, vous croyez? ah oui, oui. Ah, oui, oui, parce que là, parce qu'il adore Jean Anouilh, il a très bien dirigé en plus. Et j'aurais été triste de ne pas travailler avec Michel Fagado. On se connaît depuis des années. On n'avait jamais travaillé ensemble. Et là, c'est formidable. Vous voyez, comme quoi le destin, moi je crois beaucoup aux choses. Je crois beaucoup aux signes du destin. Et je voulais prendre de recul avec le théâtre. Et c'est Michel Fagado qui m'a appelé un jour, il me dit... Et le Nombril, qui n'avait pas été joué depuis 30 ans, qui avait été joué par Bernard Blier, créé par Bernard Blier. La boucle est bouclée. Oui, exactement, Ah ouais. exactement. Moi, je crois à toutes ces choses-là. Et j'ai dit, oui, je reviens. Ça, je vais Pour le jouer. cette pièce-là, Et pour Jean Michel Anouilh, Fagado. pour Michel Fagado, Voilà. je reviens au théâtre. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben, ça, c'est bien. Vous savez, ça, c'est... voilà. C'est des signes. Moi qui suis croyant, signe. Est-ce qu'on peut parler déjà de la pièce en elle-même, Oui, avant de parler de Jean bien Anouilh sûr. et puis du livre que vous nous avez amené, Ouais, qui est ouais. une petite trouvaille, visiblement. Ah oui, Alors, ça- parlons déjà de la pièce, Le Nombril. C'est un auteur dramatique, donc Bah oui. c'est Jean Anouilh qui écrit une pièce et qui est malade, donc qui a la goutte, et qui veut écrire une pièce sur les égoïstes, sur les égocentristes, parce qu'il trouve qu'il n'y a que ça. Mais il ne sait pas comment faire, et puis il va travailler. Et là, à ce moment-là, il y a un défilé chez lui qui l'empêche d'écrire de son ex-femme, de ses filles, de son fils, de son ami, qui vient le taper en permanence, de son médecin. Pas des parasites, quoi. Voilà, des déménageurs qui viennent en permanence, qu'il fallait apporter des caisses d'ennui. Donc Alors, ça, c'est que extraordinaire. vous êtes bien placé pour savoir qu'un auteur a besoin de silence, Exactement. et de calme. Voilà. Et donc on le traite d'égoïste, qui te fait rien, et on voit que les autres ne pensent qu'à eux et ne pensent qu'à. C'est très très bien fait. C'est beaucoup une pièce testament. Bah oui. Il dit des choses sur la mort, sur la maladie, qui sont très fortes, mais avec cet humour et ce recul. Typique de Jean Anouilh, oui. Typique de Jean Anouilh, qui porte. Parce qu'il a mis ça dans ses pièces farceuses. Oui. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a les pièces brillantes, les pièces roses, les pièces grinçantes. Non, c'est une pièce farceuse. Et il se dit tellement de choses extraordinaires. Il dit par exemple, moi je suis un égoïste raffiné, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, sans doute pour une question de confort personnel. Formidable. Oui, c'est très joli. Et C'est ça peut tellement être vrai. très vrai de beaucoup de gens. Voilà. Voilà. Jean Anouilh, vous aviez été amené à le rencontrer. J'ai eu cette chance et qui m'apprécie et qui me disent il faudrait que vous jouiez mes pièces. Mais à ce moment-là, j'avais 35 ans et je voulais jouer Le Nombril, bien entendu. Ne réveillez pas madame, que j'ai mis en scène et joué il y a 10 ans, mais c'est beaucoup, beaucoup plus tard. J'avais pas l'âge encore. Il me dit mais vous n'avez pas l'âge, il faut jouer des personnages de votre âge. Je lui dis j'espère un jour. Voilà. Et puis ça se fait. Qu'est-ce qui vous a appris cet homme-là, le nom Jean Anouilh? L'œil malin, Ouais. le genre, tout ça n'a pas grande importance, alors que ça en a. Mais il faut. Ça, c'est comme je citais les gens que j'aime, Rossini, tout ça. Oui. Tout ça, ça a l'air léger, ça dit des vérités, mais c'est dit avec élégance et c'est magnifique. Et c'est ça la vraie
la vraie manière de vivre, je trouve que c'est ça, d'avoir l'élégance de l'humour et de ne pas prendre, de ne pas prendre au sérieux d'abord. Ça, c'est formidable, mais d'être conscient de sa valeur tout de même, mais ne pas prendre au sérieux. De savoir sa place, connaître sa place. Qui sont comme ça, et ça me... Voilà. Alors, quel est ce livre Alors, ça, c'est un livre très rare, hein, parce que oui, c'est un roman de Jean Anouilh, c'est les souvenirs d'un jeune homme. La vicomtesse d'Héristal n'a pas reçu son balai mécanique. Alors ça, c'est un titre. La vicomtesse d'Héristal n'a pas reçu son balai mécanique. Voilà. Et c'est sous-titré, ah oui, Souvenir d'un jeune homme. Souvenir d'un jeune homme. Je ne savais même pas qu'il avait fait des romans. Et voilà, donc il s'est raconté un peu dans son... Alors, il faut que je vous lise. Ah, j'aimerais bien. Si alors vous là, c'est formidable, vous allez voir. L'atmosphère de la Générale de Bitos au théâtre Montparnasse fut exécrable. Déjà le soir de la Couturière, silencieux, seul un petit groupe d'amis avec des mines de circonstance s'était risqué dans les coulisses, comme s'il défilait devant les membres de la famille après le service funèbre. Ils tapaient sur l'épaule de leurs camarades sans un mot pour les encourager dans le malheur. Pauvre Michel Bouquet. Le soir de la Générale, ce fut pire, un silence encore plus pesant que la veille, si c'est possible. Un silence gluant de haine régnait dans la salle. Ce fut sinistre, jusqu'au bout. Un petit clapotis gêné et clairsemé salua les acteurs quand on releva le rideau pour l'unique rappel, car personne ne rappelait. Puis à la sortie, tout tourna à la fureur. Je sortis du théâtre dans la voiture de Marguerite Jamois avec des jeunes gens qui donnaient des coups de poing et des coups de pied dans la carrosserie. Il paraît que les critiques se réunirent sur la place devant le théâtre pour un colloque semblable à celui des sorcières de Macbeth et jugèrent sévèrement cette horrible soirée. La presse, le lendemain, fut, comme on dit, unanime. Insulte à la résistance, insulte à la liberté, insulte à la France. Une journaliste communiste, Madeleine Jacob, ajouta même, après cette liste d'insultes à la France et à la résistance, insulte au patronat, à cause de la scène cynique de Brassac au troisième acte, sans doute, ce qui était vraiment le comble de l'indignation pour une journaliste communiste. Vieux refrain éculé de chansonnier débile, dit un critique de droite célèbre, et j'en passe. Le plus grave était qu'ils ne se contentaient pas du scandale politique, ils écrivaient que la pièce était inécoutable, trop longue et mortellement ennuyeuse. Toute la journée du lendemain, bien entendu, le téléphone arabe fonctionna dans Paris, mais les gens de la première à qui on avait prédit qu'ils allaient s'ennuyer mortellement s'amusèrent beaucoup, peut-être par réaction, et puis il devait en avoir dans la salle beaucoup qui pensaient comme moi. Et le silence, principal indice au théâtre, le silence chaud de l'attention, était impressionnant. Tous les effets comiques se faisaient au bon moment, et le rideau se baissa à la fin, après je ne sais combien de rappels sous les applaudissements. Marguerite Jamois était une femme courageuse qui avait fait face à la tempête. On joua la pièce non pas à bureau fermé, ce qui est un pieux mensonge des directeurs de théâtre, mais 1 an et demi, avec des salles bondées. Ce sont là les mystères de Paris, les mystères du théâtre. J'ai vécu des uns et des autres toute ma vie, gagnant mon existence et celle des miens, miraculeusement, en m'amusant, en jouant, année par année, avec ce beau jouet que le destin m'avait offert. Ce qui me fait dire que tout compte fait, la vicomtesse d'Héristal avait tout de même bien reçu son balai mécanique. Voilà, ça c'est Jean Anouilh. Vous avez connu, vous, des revers comme ça J'ai connu, oui, des insuccès, mais enfin bon, c'était pas... Oui, c'est pas grave, vous savez, une carrière, ça se fait... J'ai eu beaucoup de chance, hein, mais je suis toujours très étonné d'être là encore après 45 ans de carrière. Oui, vraiment. Vraiment, très sincèrement. Mais je travaille beaucoup, hein, je veux dire, hein, c'est pas... je veux dire, on n'est pas là par hasard, hein, je veux dire, mais... pourquoi les gens viennent encore me voir Ou voir vos mises en scène aussi, parce qu'on n'a pas parlé de votre métier de metteur en scène aussi, ça compte aussi. J'ai beaucoup de chance parce que je fais ce que j'ai envie de faire, au moment où j'ai envie de le faire. Quand quelque chose marche bien, je passe à autre chose. Je fais, et j'ai la chance d'être encore là. Non, mais je crois que c'est ça qui fait que dans ce métier aussi, je suis un peu à part, parce que c'est mon indépendance, c'est ma liberté. Voilà. Je fais partie d'aucun clan, d'aucune... Voilà, mais c'est comme ça, parce que moi je suis trop indépendant. Mais je suis un homme de troupe. J'adore les comédiens, j'adore être avec eux.
Et j'aime bien être l'énergie aussi d'une troupe. Je pense que c'est important aussi. Et la bonne humeur aussi. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes, soit qui jouent avec vous, soit qui sont encore en école, à qui vous allez transmettre un peu de travailler la technique. Pour pouvoir s'en libérer plus facilement. Parce que le après, talent, on l'a ou on l'a pas. Et puis après, c'est tellement mais de travailler. Vous lui donnez une forme, quoi, à ce talent. La technique, c'est une chose. Vous savez, un pianiste fait ses gammes. Un danseur fait sa barre, un comédien, ça doit travailler. Ça doit apprendre des textes, ça doit travailler la mémoire, garder une mémoire malléable. Oui. L'articulation, c'est tout à fait normal. Et puis, vous savez, la grâce, elle ne descend pas tous les soirs. Donc, qu'est-ce qui sauve? C'est la technique. Et qui fait qu'après, tout passe comme si la grâce était là. Alors nous allons passer, Francis Perrin, à la dernière partie de cette émission qui s'appelle le questionnaire inattendu. Vous me faites confiance? Vous me suivez? Eh bien c'est parti. Je me trouve un peu culottée de vous demander si vous me faites confiance, parce que vous n'avez absolument pas le choix de toute façon. Oui, mais ça va. Écoutez, oui, ça va. Vous savez, je ne suis pas du genre à me confier trop comme ça, mais là, ça va. Il y avait des choses que j'avais envie de dire. Maintenant, ça vient avec l'âge, je crois. Tout va bien. Quelle est votre devise? En avez-vous une? Droit et fidèle va. C'était la devise qu'il y avait à l'école Saint-Charles et je l'ai gardée. Ça, c'est pas mal, ça. C'est beau. Ouais, je trouve qu'elle est très, très belle. Je me souviens, on avait un écusson avec ça. Droit et fidèle va. J'ai dit, oh, c'est pas mal, ça, dis donc. Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle est la réplique de pièces de théâtre, de films, peu importe, mais qui vous poursuit toujours? Peut-être parce qu'elle vous dit quelque chose de la vie. Est-ce qu'il y en a une que vous avez retenue? Oui, il y a une phrase, alors j'ai beaucoup joué Scapin. Oui, ah bah oui, les fourberies, bien sûr. Voilà, qui est aussi une phrase qui pourrait être une devise. Il dit à un moment, je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Ça, c'est joli. Ça aussi, c'est j'aimais bien dire une ligne de vie. Hein. Oui, c'est bien, c'est des choses qui sont, où je suis entièrement d'accord avec ça. Quel est le paysage qui vous ressemble? Celui qui reflète vraiment votre état intérieur? Ah, la campagne, moi, alors là, j'adore ça. Ah, la campagne, je me souviens, j'ai habité 11 ans dans le pays d'Auge. C'était magnifique. J'aime bien la campagne. Là, je vis aussi, j'ai un jardin, il y a de la verdure. Ah ouais, j'aime bien. Et ça, si on le décrit, ça ressemble à quoi? Des arbres, du vert, le calme, pas de bruit. Ah ouais. Si on imagine un dîner idéal où vous invitez qui vous voulez, des vivants, des morts, des gens... Ah oui, c'est ceux de la fin. Je l'avais dit. D'accord. Non, les gens avec qui je dîne, je parle à la maison, sont vraiment quelques intimes. Donc on mêle les gens que vous aimez avec D'Artagnan, Molière, Nietzsche, Orson Welles. Voilà. Maupassant, Verlaine, Saint-Laurent Olivier, Jules Renard, Rossini. Verdi, Rossini. Sinatra, Kelly, Verdi, Guitry, Armstrong. Kelly. Louis Armstrong. Je suis sûr que ce type-là, devait être d'une bonté extraordinaire. Je suis sûr. Ça devait être la bonté même. Et qu'est-ce qui vous l'assure? Cette bonhomie extraordinaire et cette... je sais pas, et cette... Ah oui, moi, il me touche énormément. Moi, chaque fois que je l'ai vu dans des documents ou des choses... C'est un coup, je dis, ça, c'est tous avec qui j'aimerais bien en serrer la main là-haut. Et justement, Louis Armstrong, que vous auriez pu le rencontrer, vous lui auriez dit quoi? Je sais pas, on aurait parlé. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Orson Welles aussi. Donc, j'ai rencontré Frank Sinatra. Pas très intéressant, Frank Sinatra, mais un talent tel que ça. Bon, je lui pardonne tout. Et Verdi, quand vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit quoi? Verdi, j'aurais bien aimé. Mais je vais le rencontrer, je vais les Molière, rencontrer. ça s'est bien passé? Molière, oui, mais ça, je le connais bien, Molière. Ouais. Ça, j'ai écrit sur lui. Ça, c'est un homme qui vit à côté de moi. D'ailleurs, il y a un tout petit passage dans Le Bouffon des Rois, au début, où vous réglez son compte à ceux qui veulent dire que les pièces de Molière ont été écrites certainement pas par lui et par un autre, etc. Ouais, c'est ça. J'ai noté Ça, toujours. C'est toujours les gens qui sont des saltimbanques et qui font rire. Non, il ne peut pas être un grand auteur. C'est un saltimbanque, c'est un comique. Il fait rire, il est fait pour distraire, ça va. Ouais. Pas grave tout ça. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Qui admirez-vous et franchement on se dit ah bon tiens. Alors ça peut être artistique, politique,
historique, économique, que sais-je. Ah, Thomas More, non, ça je vous l'ai dit, là. Enfin, on a Ah, parlé ce de serait Thomas More, on revient à lui, d'accord. Ah ouais, là ouais, chapeau, là. C'est sain d'ailleurs, hein, c'est beau les saints, enfin, les gens qui vivent une vie avec la cour, avec tout ça, avec tout ce que ça comporte, et qui ne font pas de compromission et qui restent droits dans leur pas dans leur basket, parce que c'est dans leur dans leur poulaine. Dans leur poulaine. Très bien. Sur qui vous aimeriez écrire d'autres? Est-ce que vous avez d'autres projets littéraires? Je sais pas, je vais trouver, hein, je vais trouver, parce que j'ai écrit sur Molière, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'être, et puis de m'amuser avec l'histoire. Moi, je suis pas un historien, hein, j'adore l'histoire, je la respecte puis je m'arrange avec aussi, moi de temps en temps, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de faire vivre ça et de se dire, tiens, j'aurais peut-être réagi comme ça, et lui aurait peut-être réagi comme ça à ce moment-là. Oui, je crois. Je sais pas, mais je vais trouver un personnage. Ce qui m'a fasciné, c'est un Thackeray, qui est un auteur anglais, Barry Lyndon, il a écrit. Et lui a écrit sur un anti-héros, sur un type qui est pas simple, qui est vraiment inintéressant au possible, et qu'on s'y attache. Et ça, et d'ailleurs, Stanley Kubrick avait bien ce film qui est une merveille, moi c'est mon film préféré, on s'attache à ce type qui est absolument un salopard, un inintéressant, et tout d'un coup on se dit merde, vous voudriez creuser cette veine-là. Ça c'est très fort. Qu'est-ce que La vie des mortels est d'autre qu'une vaste comédie dans laquelle divers acteurs travestis de divers costumes et masques déambulent, jouant chacun leur rôle jusqu'à ce que le grand ordonnateur les chasse de la scène. Ça, c'est ce qu'ouvre le livre. Au final tombe. Ça, c'est Erasme. Erasme. Si on pouvait vous laisser choisir votre mort, vous choisiriez quoi comme mort? Comme mon père et ma mère, le cœur. Paf, allez. Paf. Alors c'est dur pour les autour, mais c'est formidable pour eux et pour moi, j'espère. Vous savez, quand on a... Voilà, moi j'ai beaucoup fonctionné avec le cœur toute ma vie, donc un jour j'espère qu'il sera fatigué puis qu'il s'arrêtera d'un coup. Quand on a un cœur gros comme le vôtre, on espère bien qu'il va tenir un bon moment. Je vous remercie beaucoup Francis Perrin et je vous souhaite encore beaucoup de joie littéraire, théâtrale et surtout familiale. Merci. Merci Francis Perrin, au revoir.